vraiment avec un grand plaisir d'être là aujourd'hui parmi vous. Alors le premier plaisir, c'est que je crois que ça faisait 30 ans que je ne m'étais pas assis dans un amphi. Donc il y a un bain de jouvence, là j'ai rajeuni de 30 ans, c'est déjà beaucoup. Et puis quand on m'a proposé d'intervenir en collaboration avec M. Moati, je dois avouer que j'ai accepté sans réfléchir. Je pense que c'est vraiment un grand honneur et un grand plaisir d'être là et de pouvoir témoigner de ce qu'est une organisation internationalisée, ce qu'est Total et comment Total et quels sont les enjeux que nous avons à relever. On l'observe chaque jour, en fait, on est sur un monde en pleine mutation et mutation rapide. Et donc, si on veut faire face à ces défis, et si on veut faire face à ces défis ensemble, dans une grande collaboration et dans une meilleure collaboration, le premier stade, c'est effectivement d'essayer de comprendre les contraintes, les enjeux, les défis de chacun, et pour pouvoir effectivement collaborer et construire des solutions ensemble. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Je vous remercie encore une fois de cette invitation. Alors moi ici, ce matin, je suis là pour témoigner de ce qu'est une entreprise internationale. Donc c'est une forme d'organisation internationalisée, des défis qu'on a à relever et de ce qu'on peut attendre des universités, à la fois en termes de formation et en termes de pédagogie, pour le développement de ce que je pourrais appeler nos futurs talents, puisque vos élèves sont nos futurs salariés et nous avons besoin ensemble de les former et de les développer. Voilà, donc moi je vais mettre l'accent sur 3 enjeux principaux. Le premier, c'est le développement des compétences dans les pays où nous intervenons. Le deuxième, c'est sur l'émergence et l'internationalisation d'un management international. Et le troisième, c'est sur le développement des soft skills, comme on dit en français. Et donc, mais avant d'aller plus loin, ce que je vous propose, c'est de resituer peut-être rapidement le groupe Total, ses enjeux, son environnement, son contexte, son ambition. Je vais faire bref, mais je pense qu'il y a quelques éléments de contexte qui sont importants pour comprendre en fait ensuite mon propos. Donc, quand on parle de développement économique et social, on parle d'énergie. L'humanité se développe parce qu'elle a accès à l'énergie. Or, en fait, aujourd'hui, sur 7 milliards d'êtres humains sur cette planète, 1,5 milliard n'ont pas accès à l'énergie. Et quand on se projette sur 2040, on envisage à peu près 9 milliards d'habitants sur Terre, et on estime que 3 milliards n'auront pas accès à l'énergie. Donc il y a déjà un premier problème d'accès à l'énergie. Et puis quand on parle de défis climatiques, je ne vous apprends rien, on parle aussi d'énergie. L'enjeu est d'émettre moins de CO2, tout effectivement en donnant à l'humanité l'énergie dont elle a besoin. Ça peut paraître un défi parce que dans justement tous ces pays qui n'ont pas aujourd'hui accès à l'énergie, leur première priorité, c'est d'avoir accès à cette énergie et d'avoir accès à l'énergie la moins chère. Or, aujourd'hui, l'énergie la moins chère, c'est le charbon, qui est l'énergie qui émet le plus de CO2, 2 fois plus que le pétrole, qui lui-même émet 2 fois plus que le gaz. Donc, comment faire quand donc, on voit bien que le sujet n'est pas simple, et nos 2 priorités sont à la fois de rendre l'énergie accessible à tous, et à la fois d'apporter une énergie qui est fiable, qui est climato-compatible et qui est la moins chère possible. Et donc c'est pour ça qu'on a défini notre ambition à 20 ans, qui est de devenir la major de l'énergie responsable, et donc de répondre à ces 2 enjeux. C'est plus qu'une opportunité, c'est un champ d'innovation incroyable qui est devant nous, notamment en matière d'efficacité énergétique ou d'économie d'énergie. Le deuxième aspect important, c'est que Total est ce qu'on appelle un groupe intégré, c'est-à-dire qu'on est présent sur toute la chaîne de valeur de l'énergie, c'est-à-dire qu'on explore, on produit, c'est le monde qui est le mien, on transforme, on valorise, on transporte, on distribue. Donc on est à la fois sur tous les métiers, que ce soit de l'exploration-production, du raffinage, de la pétrochimie, du marketing, des services, mais aussi du solaire, des autres énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, et aujourd'hui sur le monde des batteries. Puisqu'en fait, un des grands enjeux que nous avons, c'est de pouvoir stocker un jour l'énergie et l'électricité, et ce qui permettra de développer encore plus qu'aujourd'hui les énergies renouvelables. Donc voilà, on est un groupe, une organisation internationalisée parce qu'on est 100 000 collaborateurs présents dans à peu près 130 pays, que 150 nationalités se côtoient au sein du groupe. Donc c'est vraiment partie intégrante de notre ADN. Alors le premier, vous allez dire que c'est peut-être une lapalissade, mais le premier, être une entreprise internationalisée, c'est en premier lieu se développer en dehors de ses frontières. Et Total est à ce titre, je ne sais pas si vous le savez, mais un des premiers, si ce n'est le premier employeur privé en Afrique.
On est présent sur ce continent en exploration, en production, en distribution, mais aussi sur les énergies renouvelables. Et dans nos métiers, se développer à l'international, c'est d'aller à la découverte de nouveaux territoires qui ne sont pas spécifiquement et historiquement des pays, ce qu'on peut appeler des pays pétroliers, c'est-à-dire avec une culture et un savoir-faire en la matière. Aujourd'hui, pour vous donner des exemples, on se développe en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Ouganda, bientôt au Mozambique, et aucun de ces pays n'a une culture et un savoir-faire en matière d'oil and gas. Et dans le même temps, nos métiers sont techniquement complexes et demandent un savoir-faire important. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais vous imaginez qu'opérer un rig de forage ou un site industriel, je ne vous parle même pas d'une raffinerie, ça demande un certain savoir-faire, ça demande des compétences pointues, parce que le premier enjeu déjà est la sécurité des personnes, c'est plus qu'une priorité, puisque chez nous c'est une valeur. Et donc, effectivement, c'est ce premier enjeu. Donc, comment concilier à la fois nouveaux territoires, pays qui n'ont pas de culture et de savoir-faire en matière d'oil and gas, et en même temps ces qualifications pointues. Et donc, ça, c'est le premier défi qu'on a à relever dans une organisation internationalisée, et c'est ce défi des compétences techniques. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, depuis le départ, on investit beaucoup sur la formation et sur l'éducation dans ces territoires où on souhaite s'ancrer. Donc je vais vous donner plusieurs exemples de cela. Par exemple, à notre petite échelle au niveau de l'exploration-production, sur les 15 dernières années, c'est plus de 1200 étudiants pour lesquels on a financé des bourses dans les systèmes éducatifs français, parce que c'est important de développer personnes qui sont à la fois nos futurs salariés ou pas, puisqu'en fait on a un souci d'ancrage et de développement de la compétence localement. Mais donc, voilà un premier exemple. On vient de signer là, très récemment un accord avec l'AEFE. On est la première entreprise qui a signé cet accord pour financer des bourses des meilleurs étudiants étrangers des lycées français à l'étranger. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est la mise en place de formations qu'on appelle professionnalisantes dans les pays où on opère. C'est l'exemple, je pourrais vous citer l'exemple de ce qu'on a fait avec l'IFP en Angola ou au Nigeria, où on a développé des cursus pour former aux brevets opérateurs et s'assurer que les personnes qui travaillent sur place, effectivement, ont les compétences requises et sont qualifiées sur le poste. Et puis, plus globalement, on s'est beaucoup investi sur la construction d'écoles. Et comme je le disais, nous, on est sur du temps long, c'est-à-dire que quand on s'inscrit dans un pays, on s'inscrit dans la durée. Et on veut contribuer à ce pays, on veut contribuer bien sûr à notre développement, mais on veut aussi par là même contribuer au développement du pays. Et donc c'est pour ça que quand le tissu éducatif, soit il est insuffisant, soit il est inexistant, il nous revient de participer à son développement. Une autre illustration de ces programmes, c'est un programme qu'on a lancé il y a 5 ans, qui s'appelle le Young Graduate Programme, qui concerne en fait les jeunes diplômés d'Afrique, et où on s'engage à leur donner une première expérience professionnelle de 18 mois, à la sortie de l'université. Parce qu'un étudiant en France ou dans d'autres pays européens peut, au travers de son cursus, prendre des années de césure, faire des stages, donc acquérir, je dirais en même temps qu'il acquiert ses compétences et son savoir-faire, ses connaissances, il acquiert une première expérience professionnelle. En Afrique, ça n'existe pas, ou ça existe difficilement, et donc Total s'est engagé pour effectivement proposer ces parcours professionnalisants qui sont à la fois une mise en œuvre, enfin une première expérience très opérationnelle et en même temps une expérience internationale, puisque on les accueille dans des filiales qui ne sont pas des filiales de leur pays d'origine. Voilà. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est 350 jeunes qui ont pu bénéficier de cette opportunité sur les 5 dernières années. Voilà. Donc, je dirais que le premier point, c'est qu'effectivement, là où on peut avoir besoin de vous, c'est clairement qu'on a besoin que vos cursus soient ouverts à des étudiants étrangers. On a besoin que vous puissiez accueillir ces étudiants étrangers pour lesquels on finance des bourses, et plus globalement parce qu'on a besoin qu'ils aient accès à l'excellence des programmes que l'on est capable de proposer ici en France. Et puis
Et puis aussi, on a besoin d'universités qui soient capables d'exporter leur savoir-faire, d'exporter leur enseignement. Ce qu'on a fait à l'IFP en Angola et au Nigeria, on a besoin de le reproduire dans d'autres pays parce qu'effectivement, avant de constituer localement des cursus de bon niveau, il faut du temps et on n'a pas ce temps. Donc la priorité est de pouvoir l'exporter, les cursus qui existent ici en France ou en Europe. Donc, ça, le premier enjeu, je vous l'ai dit, c'est développer les compétences techniques, notamment là où on en a besoin dans les pays où nous opérons. Mais ça ne suffit pas à faire une organisation internationalisée. Parce que le deuxième enjeu, c'est l'internationalisation du management. C'est fini le temps du modèle colonial où une entreprise imposait partout son mode de fonctionnement, son modèle managérial qui correspondait à celui de sa nationalité dominante ou d'appartenance. Aujourd'hui, nous œuvrons pour avoir une vraie culture internationale du management. Et pour illustrer ça, je pourrais vous parler d'une fusion qu'on a réalisée entre il y a 2 ans, officiellement il y a 2 ans et concrètement il y a 1 an, avec... Il y a 2 ans, donc, on a racheté les activités oil and gas du premier transporteur mondial, qui est Maersk, qui est un groupe danois, qui avait une activité oil and gas, qui se situait essentiellement en mer du Nord, un peu au Kazakhstan et un peu en Afrique du Nord. Et donc, on a racheté cette activité. C'était 2500 personnes de plus dans nos effectifs. Et quand vous faites une telle fusion, en fait, il y a un objectif industriel évident, puisqu'en fait, on est devenu le 2e producteur mondial en mer du Nord. Mais il y a aussi un objectif humain qui est d'acquérir de nouvelles compétences et d'enrichir ce qu'on a l'habitude d'appeler notre pipeline de talent. Alors, ce n'est pas un terme de pétrolier, hein, c'est un terme plutôt que vous trouvez dans la littérature quand on parle de développement de talent. Et je dois vous dire que autant le premier enjeu qui consiste à intégrer ces nouveaux assets industriels, bon, il n'est pas aisé, mais il n'est pas d'une grande complexité. Autant le deuxième enjeu, qui est de tirer le meilleur des 2 mondes, celui-là, il est beaucoup plus compliqué. Et je vais être très schématique, mais en fait, un groupe, une entreprise aujourd'hui, et notamment le management d'une entreprise aujourd'hui, il y a 2 choses qu'ils doivent savoir faire. Ils doivent savoir résoudre des problèmes. En fait, on est confronté à des mutations, on peut les anticiper ou pas les anticiper, et donc on y est confronté très régulièrement. Et l'efficacité d'une entreprise, c'est sa capacité à résoudre les problèmes auxquels elle est confrontée régulièrement. Et le deuxième enjeu, c'est de résoudre collectivement, c'est de développer l'intelligence collective, parce qu'on ne les résout plus tout seul aujourd'hui. Alors ça concerne toutes les entreprises, mais quand vous mettez ça dans un contexte international, avec une dimension culturelle en plus, ça renforce la complexité des sujets. Je vais juste vous donner un exemple. Aujourd'hui, sur nos projets, il n'est pas rare de voir 20 nationalités qui travaillent ensemble. Et 20 nationalités qui travaillent ensemble pour résoudre des problèmes, ça ne se fait pas tout seul. Et quand on a fait une analyse, d'ailleurs, de ce qui nous rapprochait, de ce qui nous différenciait avec le groupe danois, Maersk, en fait, on a vite constaté que sur les fondamentaux, sur les valeurs, sur l'ambition humaine, on disait la même chose. On était très proches. Par contre, quand on a analysé la manière dont, justement, on abordait la résolution de problèmes ou on abordait la collaboration, là, on a vu que nos cultures respectives nous éloignaient beaucoup. Et juste un exemple, quand il s'agit de résoudre un problème, par exemple, au Danemark, résoudre un problème, ça consiste à simplifier au maximum jusqu'à avoir un problème simple à résoudre. En France, ça consiste à le regarder dans son infinie complexité pour être sûr qu'on n'a rien loupé. On ne travaille pas spontanément ensemble comme ça, facilement. Et donc, plus les langages, plus les modes d'appréhension, de fonctionnement sont détectés, décryptés rapidement, plus l'entreprise est en capacité de remplir sa mission avec succès. Et donc ça passe par le brassage. L'apprentissage, ça passe par le brassage. Nous expatrions autant de personnes de nos filiales vers d'autres filiales ou vers le siège, qui sont un bureau d'études et un centre de décision, que nous envoyons de compétences et de ressources dans nos filiales pour opérer et réussir les projets que nous avons à faire. On investit beaucoup sur les managers et sur les futurs managers pour justement leur permettre de développer cette capacité d'intégrer des différents langages, d'être plus agile, d'avoir cette capacité à comprendre les modes de fonctionnement des uns et des autres pour pouvoir résoudre des problèmes ensemble. Et on est convaincu que le bénéfice des uns sera le bénéfice des autres. Voilà.
Donc ce qui apparaît évident, c'est qu'effectivement on a besoin de la maîtrise de la langue anglaise, c'est fondamental. Et là j'apporterai une nuance par rapport à ce que M. Streit disait. En fait, c'est qu'on ne parle pas l'anglais, on parle le globish. Voilà. Ce qui est un avantage parce que le globish, c'est la deuxième langue de tout le monde, y compris des Anglais. Et donc ça nous met sur un pied d'égalité. Donc n'ayons pas peur, on peut apprendre en anglais, on apprend en globish en fait, parce qu'on travaille en globish. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on est un fervent défenseur, nous, de tout ce qui est apprentissage, alternance, année de césure, VIE. On a des objectifs sur l'alternance. On avait un programme d'accueillir 5000 alternances sur le 2016 à 2018, on l'a réalisé. Aujourd'hui, on est sur 5% de nos effectifs en France, ça fait à peu près 1600 personnes par an. Voilà, donc on continue d'investir là-dessus et on a besoin de ce brassage. Mais on a donc besoin de vous, parce que plus cette conscience du multiculturalisme et de la différence de l'autre et de son approche où ces modes de fonctionnement se font tôt, plus nos étudiants seront en capacité d'appréhender le monde avec aisance et agilité, et plus ils seront armés pour relever les défis qui les attendent quand nous les embauchons. Donc, plus on apprend dans un environnement multiculturel, plus on favorise les partenariats d'université, c'est autant d'atouts pour nos futurs recrues dans leur environnement de travail. Donc, je vous ai parlé de développement de compétences techniques, je vous ai parlé d'internationalisation du management. Le troisième enjeu qui me paraît, moi, très important et clé, c'est celui de ce qu'on appelle les soft skills. Donc les soft skills, c'est ce qui n'est pas hard skills, donc ce qui n'est pas les compétences techniques. Et alors, on entre dans ce qu'on peut appeler la 4e révolution industrielle, une révolution numérique qui va bousculer, en fait, qui est la rencontre de toutes les disciplines et qui va... dont les développements vont bousculer nos manières de faire et jusqu'à la place de l'être humain. On ne sait pas sous quelle forme, on ne voit pas toujours les formes de cette révolution, mais par contre on sait qu'elle va bousculer nos environnements de travail, notre organisation du travail, nos interactions, l'essor de l'intelligence artificielle, des data science, du machine learning, de la robotique, de l'automatisation des tâches. Tout ça va faire qu'on va travailler demain différemment de ce qu'on travaille aujourd'hui. Le deuxième point, alors là, il y a beaucoup de statistiques sur le sujet, j'en ai pris une, c'est celle de World Economic Forum. On sait que les métiers de demain ne seront pas ceux d'aujourd'hui. Alors le World Economic Forum dit que 65% des enfants de primaire aujourd'hui exerceront des métiers qui n'existent pas encore. Donc, c'est à la fois l'adaptation à des nouvelles interactions, mais aussi anticiper des changements de métier, et donc fondamentalement valoriser l'employabilité tout au long de le cycle de vie. Ça, c'est fondamental. Et donc, promouvoir l'agilité, faciliter le développement des compétences et le développement personnel sont et seront clés pour chacun d'entre nous. Et c'est fort de cette conviction, d'ailleurs, que le développement, l'épanouissement des équipes, leur engagement dans l'entreprise sont au cœur de notre performance, que le groupe a défini une ambition humaine en complément de son ambition business, parce qu'on veut attirer et fidéliser les meilleurs talents, et partout dans le monde, parce qu'on veut promouvoir un esprit managérial, parce qu'on veut transmettre nos valeurs, on veut une entreprise où il fait bon vivre, et on veut une entreprise qui est portée par la réussite collective. Voilà. Et donc, et si ça vous intéresse, pendant les Q&A, je pourrais vous donner des mesures concrètes qu'on a prises, parce que cette ambition n'existe parce qu'on prend des mesures concrètes, sinon ça reste que des mots. Mais les cartes ne sont pas qu'entre vos mains ou entre mes mains ou entre les mains du management. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que... Si on veut que nos étudiants, nos collaborateurs se développent, il faut qu'ils prennent conscience de leurs propres responsabilités. Il faut qu'ils soient acteurs de leur propre développement. Et c'est pour ça qu'à nous, qui soit les préparons, les formons, les développons, on doit leur montrer la voie et on doit les y aider. Dans ce monde très ouvert, donc comme je l'évoquais, en mutation rapide, en fait, ce qu'on attend de chacun, c'est qu'il se fasse preuve d'agilité, de ténacité, d'audace et d'esprit d'équipe. Donc c'est l'ouverture au monde et aux autres, c'est d'aller sur le terrain, c'est à la rencontre, c'est sortir de son confort, c'est se confronter, c'est découvrir et apprendre. C'est pas se laisser décourager par la première difficulté, hein, on dit fail fast, learn quicker, c'est-à-dire, mais c'est savoir se remettre en cause, avoir le désir de progresser, ça c'est essentiel. Faire preuve d'imagination, être force de proposition et d'innovation. On sait que les solutions d'hier ne seront certainement pas les réponses aux problèmes d'aujourd'hui et encore moins aux problèmes de demain. Point fondamental, qui n'est pas toujours évident dans les entreprises, c'est oser dire les choses telles qu'elles sont, oser dire ce que l'on pense, car c'est ainsi qu'on contribue efficacement. C'est jouer en équipe. L'entreprise, c'est une aventure collective, ce n'est pas le fait de francs-tireurs ou de ceux qui recherchent leur intérêt personnel. Et puis enfin, c'est développer ses capacités de leadership. Et le leadership, ce n'est pas l'autorité. On est leader parce qu'on est reconnu par les autres comme un leader. Donc c'est savoir communiquer, développer sa crédibilité par son expérience, par son exemple, et c'est gagner la confiance des autres. Un bon leader, c'est celui qui fait progresser les autres. Voilà. Bon, vous pourriez me dire que là aussi, tous ces sujets-là, ils sont un peu indépendants de l'internationalisation d'une entreprise.
C'est valable pour tout, et vous auriez raison. Mais je pense que là encore, il faut avoir en tête que l'internationalisation, c'est un brassage culturel, c'est une dimension multiculturelle, et c'est un facteur de complexité de 10 ou 200, je ne sais pas l'évaluer par rapport à ces enjeux-là. Donc c'est encore plus important pour développer des étudiants et des futurs salariés d'entreprises qui réussiront à faire face à ces enjeux. Donc les soft skills, c'est un point de force. Et il faut être honnête, les soft skills, ce n'est pas quelque chose qu'on attribue à la France en particulier et à son enseignement, enfin à la France en général plutôt et à son enseignement en particulier, mais c'est crucial aujourd'hui. L'entreprise ne peut pas tout, on a besoin de vous, on a besoin que vos étudiants développent ces nouvelles compétences et qu'ils soient à même de les déployer dans un environnement mondialisé où la diversité est une réalité du quotidien. Voilà, donc j'évoquerai pas d'autres sujets d'innovation, de partenariat. Je dois dire que je ne suis pas forcément très compétent pour en parler. Je suis certain que là, il y a des domaines de meilleure collaboration entre nous, mais je ne vais pas évoquer ces sujets-là. Et donc, en conclusion, moi, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que il y a aujourd'hui des augures qui nous expliquent, qui nous parlent de l'avenir de travail comme un avenir d'un travail déshumanisé. Et moi, au contraire, j'ai essayé de vous montrer qu'une organisation internationale s'appuie avant tout sur les qualités humaines de ces acteurs, sur leur empathie, sur leur capacité d'écoute, sur leur capacité d'ouverture, sur leur capacité à accepter l'autre non pas comme un problème, mais comme une solution. Et vous, universités, qui développez des parcours pédagogiques qui sont réputés pour leur excellence, on a vraiment besoin de vous et avec nous pour former des hommes et des femmes qui auront ces qualités et qui sauront évoluer dans un monde qui est interculturel, qui est complexe, qui est incertain, mais qui est passionnant. Voilà, merci beaucoup. Merci Mohamed, merci Gilles de l'invitation. Merci aussi pour le petit mot pour notre ami Yvon, je ne manquerai pas de lui transmettre. Le point de départ de mon message aujourd'hui, c'est, Gilles l'a déjà mentionné, les objectifs de développement durable. Alors, c'est vrai que ces objectifs qui ont donc été adoptés unanimement en septembre 2015 par tous les États membres des Nations Unies pour l'horizon 2030, c'est quelque chose dont on peut considérer qu'effectivement, ils ont des tas de limites. Ils ont un côté catalogue, 117 objectifs, 169 cibles. Et bien évidemment, en dernière instance, c'était le fruit de compromis politiques intergouvernementaux. Mais il faut dire d'emblée deux choses. C'est que si on les renégociait aujourd'hui, très probablement, très certainement même, on aurait des compromis beaucoup moins avancés. Et donc c'est pour ça que c'est un cadre de référence qui est extrêmement précieux à mon sens, et pas seulement à mon sens. Et pourquoi est-ce que ces compromis ont été relativement avancés? C'est essentiellement pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont adoptés en 2015 à la suite d'un processus de négociation où un certain nombre de pays, notamment les pays du Sud, n'ont pas voulu laisser au G7 ou au G20, enfin G8 à l'époque, et au G20 le monopole de la recherche de solutions internationales à la crise économique de 2008-2010. Et donc, il y a eu une intervention très forte. Ils se sont saisis de cette négociation. Et par exemple, les négociateurs du Kenya, de la Colombie, de la Corée du Sud, sans parler bien sûr de l'Inde et de la Chine, ont joué un rôle très important dans les équilibres auxquels on est arrivé à ce moment-là. Et la deuxième chose, c'est que c'est quasiment la première fois dans l'histoire du multilatéralisme où la négociation n'a pas été uniquement une négociation intergouvernementale, mais dans lequel, dans le processus même, il y a eu des interventions importantes, des contributions importantes, des organisations non gouvernementales, du secteur privé, y compris du secteur privé entrepreneurial, à but lucratif, et bien sûr un rôle très important de la science, on pense au GIEC avec le climat bien évidemment, qui ont influencé les compromis et les points d'équilibre auxquels on est arrivé. Alors, il se trouve que moi j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas,
je le saurai dans quelques jours lorsqu'on présentera ce rapport devant l'Assemblée générale des Nations unies le 24 septembre, de faire partie du groupe d'experts, 15 experts, qui a été mandaté officiellement par le High Level Policy Forum, qui est l'émanation de l'Assemblée générale des Nations unies pour le suivi des ODD, pour effectuer de façon indépendante le premier rapport d'évaluation quadriennale des ODD 2015-2019, qui est censé d'ailleurs être reproduit par la suite avec des groupes d'experts similaires. Ça n'a l'air de rien, c'est la première fois dans l'histoire des Nations unies qui confie une évaluation d'un programme multilatéral, non pas aux agences onusiennes elles-mêmes, ou sous contrôle des gouvernements, à un groupe d'experts indépendants. Alors bien sûr, on a beaucoup dialogué, y compris avec les gouvernements aux Nations unies et ailleurs, mais en gros, si on veut écrire réchauffement climatique à tous les paragraphes, c'est le cas, on écrit réchauffement climatique à tous les paragraphes, quoi qu'on pense tel ou tel, au niveau politique. Alors, quelques éléments avant d'en venir. Plutôt, j'évoque ces points-là parce que mon message est assez simple aujourd'hui pour vous. Le premier message, c'est de dire que la prise en compte du développement durable, c'est pas seulement, même si c'est très important, ce que vous faites déjà fortement, c'est-à-dire, y compris dans ma propre université, ça fait longtemps qu'on le fait à Aix-Marseille Université, le fait d'associer les sites académiques à la transition écologique, les économies d'énergie, meilleurs transports, meilleures conditions de vie, etc., respect de l'environnement, etc., etc. Mais c'est de mettre ces objectifs du développement durable au cœur de vos stratégies d'enseignement et de recherche, au cœur de vos stratégies internationales, si différenciées soient-elles, parce que je suis d'accord avec Sébastien qu'elles doivent être adaptées au cas et au contexte de chaque université. Peut-être un point sur lequel je nuancerai, peut-être qu'il en serait d'accord ce qu'a dit Sébastien par rapport à ça, c'est que ce que nous apprennent les objectifs de développement durable et le rapport qu'on va faire, c'est qu'il faut effectivement s'inscrire totalement dans la globalisation, mais que c'est quand même au niveau des territoires qui sont différents d'ailleurs suivant les contextes. Hein, c'est pas la même chose dans les Alpes de Haute-Provence que dans l'Himalaya, c'est évident. Hein. Mais c'est au niveau des territoires que leur mise en œuvre effective peut effectivement être totalement mise en œuvre, implémentée, comme on dit dans le jargon, dans le globish Nations Unies. Alors, quelques mots quand même sur le rapport, même si je ne vais pas vous en détailler les choses, c'est que, évidemment, mais on n'est pas les premiers à faire ça, bien sûr, on s'appuie sur les analyses qui ont déjà été faites par secteur, par exemple par l'IPBES, tu en as parlé Gilles, ou par le GIEC, ou par la Convention sur la désertification qui va tenir sa prochaine COP très, très prochainement dans les jours qui viennent, c'est qu'on n'est vraiment pas dans la bonne direction. Sur les 169 cibles, il y en a très peu qui sont dans le bon tempo, pour arriver à tenir les objectifs fixés en 2030. Et même pour ceux pour lesquels on peut se glorifier d'être dans les temps, il faut tout de suite nuancer. Exemple, l'éradication de l'extrême pauvreté, qui est d'ailleurs le point commun entre les ODD et les objectifs précédents, les objectifs du millénaire 2000-2015. Effectivement, il y a plus de 1 milliard de personnes qui, depuis 2000, ont déjà franchi la barre du seuil de 1,9 $ par personne et par jour. Et avec la Banque mondiale, on peut donc crier victoire. Sauf que, dans le même temps, il y a 1 milliard de personnes qui sont venues s'accumuler entre 2 et 3 $ par personne et par jour et qui sont donc à la merci de n'importe quel choc, et d'ailleurs ça se produit tous les jours, de n'importe quel choc économique, écologique ou situation de conflit. Sauf que, bien évidemment, il y a un consensus dans la littérature internationale, y compris au niveau du FMI aujourd'hui ou de la Banque mondiale, pour dire que ce seuil monétaire est une vision extrêmement réductionniste de la pauvreté, qu'il y a un caractère multidimensionnel de celle-ci, et que, bien évidemment, si on prend en compte ces indicateurs plus multidimensionnels, on est loin de l'éradication de l'extrême pauvreté. Il suffit de discuter. Ça fait effectivement rire nos amis d'ATD Quart Monde, parce qu'effectivement, du point de vue du critère de l'extrême pauvreté, il n'y a quasiment pas de pauvres en France, sauf quelques SDF. Mais évidemment, il y a malheureusement beaucoup plus de pauvres et de situations critiques dans notre propre pays. Alors, le point principal sur lequel va insister le rapport, c'est que non seulement pour la plupart des 169 cibles, on n'est pas dans le bon tempo, c'est-à-dire que si on extrapole linéairement les tendances actuelles, on sera très loin, même du verre à moitié vide, à moitié plein d'ici 2030, mais que sur des objectifs fondamentaux, qui sont d'ailleurs ceux qui sont listés là-dessus, on n'est pas simplement pas dans le bon tempo, on est en situation de régression.
on va dans la mauvaise direction. Soit que, c'est le cas par exemple pour la réduction des inégalités ou pour la perte de biodiversité que tu as évoqué, Gilles, soit que la mise en œuvre des ODD, pour l'instant, n'ait pas réussi à ne serait-ce que freiner les tendances négatives et accélération des tendances négatives qu'on observait déjà dans les trends antérieurs, soit que, c'est le cas des émissions de gaz à effet de serre ou de l'empreinte environnementale de nos modes de production et de consommation. Il y a eu une période liée à la baisse de la croissance économique due à la crise qui avait fait qu'on partait sur ces indicateurs-là, on repartait plutôt dans la bonne direction, mais que comme on n'a pas suffisamment décorrélé nos modèles de développement, par exemple de la décarbonation de l'économie, en question, dès qu'il y a eu une reprise de la croissance mondiale, on est reparti dans la mauvaise direction de façon générale. Le deuxième message, alors je n'ai pas le temps de détailler, le deuxième message qui est important parce qu'il nous rapproche de notre objet, c'est un message simple qui consiste à dire les flèches, c'est plus important que les boîtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les interactions entre les ODD, qu'il s'agisse des phénomènes complexes auxquels on essaye de s'attaquer, par exemple la faim dans le monde, que si on la résout comme l'ont fait les Chinois jusqu'à il y a très peu de temps, en augmentant en moyenne de 50% de plus que la moyenne mondiale qui elle-même était en croissance exponentielle, les intrants chimiques à l'hectare, évidemment, ça rentre immédiatement en contradiction avec les autres objectifs, au point d'ailleurs que les Chinois se sont convertis récemment à l'agroécologie et ont supprimé du jour au lendemain toute subvention aux intrants chimiques, aux pesticides divers et variés dans l'agriculture chinoise. Vous imaginez le nombre de préfectures qui brûleraient en France si on faisait ça du jour au lendemain. Bien, je ferme cette parenthèse. Mais en tout cas, l'insistance doit être soit donc les phénomènes complexes auxquels on s'attaque, soit qu'effectivement, il faille éviter que telle ou telle politique bien intentionnée et allant dans la bonne direction sur un objectif n'aboutisse à des conséquences très mauvaises sur les autres. Il y a des tas de papiers récents dans Nature Sustainability, par exemple, qui expliquent que des mesures pour favoriser la transition énergétique, si elles sont prises d'une certaine façon, aussi bonnes soient-elles, ce n'est pas notre ami de Total qui va me contredire, peuvent avoir des conséquences extrêmement négatives sur la santé et surtout sur l'utilisation des sols et donc sur les systèmes alimentaires. Alors, le troisième point, et je ne veux pas rentrer dans les détails du rapport, c'est que la conséquence de ça, c'est qu'il y a un rôle très important de la science et de la recherche par rapport à ces objectifs du développement durable. Et là-dessus, il faut être très clair. Nous sommes en France en retard. On est en train de regarder passer le train par rapport à l'émergence au plan international d'un nouveau champ scientifique qui s'appelle la science de la durabilité, la Sustainability Science. Alors, là encore, quand je dis ça à l'IRD, on a fêté nos 75 ans cette année, plusieurs d'entre vous nous avez fait la gentillesse d'être là. Quand je dis ça à l'IRD, il y a plein de chercheurs qui lèvent les bras au ciel en disant « Mais comment ça fait 75 ans, enfin, ou 25 ans que ce que je fais, ça a à voir avec le développement durable ?» Et je suis absolument certain qu'Antoine n'est pas là. Il dirait à juste titre qu'énormément de choses qui se font au CNRS et dans les universités peuvent avoir des conséquences positives ou peuvent apporter des solutions pour le développement durable. OK, mais à force de faire de la science de la durabilité comme M. Jourdain fait de la prose, on laisse passer les trains. On passe à côté de l'essentiel des choses. Parce que cette science de la durabilité, elle n'est pas drivée principalement, comme doivent rester l'essentiel, bien sûr, par la dynamique propre des disciplines, elle part de la nécessité de résoudre les problèmes. On part des problèmes au niveau local, national, international, global, et on voit ce qu'il faut mobiliser comme discipline, et donc dans l'écrasante majorité des cas, ça implique une démarche intersectorielle, interdisciplinaire, transdisciplinaire, pour aider à analyser les phénomènes, à poser les diagnostics, et ensuite à proposer la thérapie et les solutions innovantes par rapport à cela. La deuxième caractéristique, c'est que, même si ce n'est pas la seule élément de ce champ, c'est qu'évidemment, ça implique des relations différentes, beaucoup plus directes, beaucoup plus participatives, beaucoup plus inclusives, avec les populations, les communautés, les acteurs directement impliqués, et donc de faire des sciences participatives de façon beaucoup plus active que nous le faisons habituellement.
Alors, juste un point quand même pour dire que ce champ est en évolution extrêmement rapide. Le nombre de publications, vous voyez, augmente de façon exponentielle. Depuis le début des années 2000, il y a à peu près 350 journaux scientifiques qu'on peut classer explicitement dans la science de la durabilité. Et surtout, depuis une période plus récente, il y a des papiers sur ce sujet dans les plus grandes revues scientifiques du monde. Moi, j'essaye de lire Nature et Science ou de parcourir Nature et Science chaque semaine. La totalité ou la quasi-totalité des papiers qui abordent des problèmes globaux sont des papiers de Sustainability Science et de façon très importante. L'autre caractéristique, et ça me ramène à l'IRD, c'est que bien évidemment, c'est pour ça d'ailleurs que l'International Council of Sciences, dont le siège est à Paris, mais qui est donc la coordination des académies des sciences mondiales, a fait de cette science de la durabilité une priorité absolue de son action, et par exemple a consacré un rapport auquel nous, à l'IRD, on a participé, mais avec beaucoup d'autres, à ces questions d'interaction entre les ODD, interaction positive, mais aussi interaction négative. Alors, l'autre point qui est important, c'est qu'à partir du moment où on parle objectif du développement durable, à partir du moment où on parle globalisation, ça implique de renforcer la coopération avec la zone intertropicale et méditerranéenne, avec les pays du Sud, qui doivent avoir et qui de plus en plus un rôle important dans cette production scientifique et aussi dans les solutions politiques ou économiques et sociales qu'on peut apporter aux problèmes auxquels on essaye de s'attaquer. Je sais que si Antoine était là, il allait, parce qu'on a déjà argumenté par rapport à ça, mais nous, on a fait une étude bibliométrique détaillée il y a 1 an à peu près de la production scientifique française. Il est quasi inévitable que notre part de marché relatif baisse. Tout simplement parce que là où il y avait 100 papiers, aujourd'hui il y en a 200 ou 300 parce qu'il y a la Chine, le Brésil, l'Inde, etc., etc. Et donc évidemment le taux de citation, le fait d'être dans le top 10% baisse de façon inévitable. Il y a un seul domaine dans lequel les indicateurs vont dans l'autre sens, c'est quand on copublie avec les pays du Sud. C'est le seul domaine dans lequel la production scientifique française, à notre connaissance globale, qui d'ailleurs est importante, elle est sous-estimée, il y a presque 20%, entre 20 et 25% de notre production scientifique globale qui est copubliée avec des pays du Sud, et c'est le seul domaine dans lequel les indicateurs de citation, etc., sont sur un trend d'élargissement de leur part de marché. Donc, s'intéresser à la collaboration avec ces pays d'abord peut être intéressant, y compris quand on joue les intermédiaires pour d'autres collaborations, avec les grandes universités anglo-saxonnes, par exemple, hein, dont on a parlé, mais aussi, c'est quelque part, charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, en France, on a, je crois, un contexte qu'il faut saisir sur ce sujet, parce que je crois que ça va être la première fois qu'on va avoir, dans un pas de temps relativement homogène, concomitant, 2 lois de programmation. Bien sûr, la loi de programmation sur l'enseignement supérieur et la recherche, qui nous intéresse au premier chef, mais aussi la loi de programmation sur la solidarité internationale, c'est-à-dire sur l'aide publique au développement. Et il faut se saisir de cette opportunité pour essayer de faire avancer les choses. Alors, le premier message, je ne vais pas tout détailler, de toute façon, je pense qu'on pourra diffuser les slides. Le premier message, c'est qu'il faut vraiment, chacun à sa place, chacun en fonction de ses spécificités, prendre à bras-le-corps la nécessité d'inscrire nos stratégies internationales et nos stratégies de recherche et nos stratégies d'enseignement dans cette science de la durabilité. De plus en plus, d'ailleurs, le cadre de référence des ODD, quelles que soient ses limites, devient le cadre des discussions pour la programmation des différents éléments. Il y a déjà 25 pays au monde, qui vont du Bangladesh à la Colombie, qui, dans les procédures interministérielles budgétaires, demandent qu'on s'inscrive dans le cadre de référence des ODD. Je suis à peu près certain maintenant que, d'une façon ou d'une autre, avec un degré d'explicitation plus ou moins explicite, la programmation recherche de l'Union européenne va s'inscrire dans le cadre des ODD. Alors, bien sûr, au départ, ça peut apparaître comme relativement formel, ça peut être un peu du
du greenwashing ou de l'ODD washing, mais c'est un point de départ pour engager un certain nombre de transformations. On sait que ça va avoir des conséquences importantes sur beaucoup de choses, y compris sur la promotion réelle de l'interdisciplinarité. Ça a des conséquences sur les enseignements. On en a beaucoup parlé avec Jean-Marc Augier. Jean-Marc n'est pas là, mais qui représente très bien la CPU dans le cadre d'Alenvie, que je préside par ailleurs, et où les choses progressent bien, même si c'est effectivement, comme l'a dit Sébastien, c'est des universités. Et donc, voilà, c'est toujours plus compliqué que quand il y a un organisme avec un PDG au plan national qui est censé avoir l'autorité, même si finalement il y a une grande autonomie des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Mais il y a finalement très peu d'enseignements qui incluent des éléments pertinents par rapport à cette science de la durabilité dans les cursus de base, et il y a très peu, là où ça devrait très vite se développer, de master ou d'enseignement postdoctoral interdisciplinaire sur ces sujets. Et les réformes des dernières années au niveau du CNU, au niveau de l'organisation et de la reconnaissance des diplômes, est allé exactement en situation inverse que de ce renforcement. Je connais bien, Sébastien, tu dois connaître ça, le Earth Institute de Sachs, de Columbia, hein, pour avoir essayé à un moment donné de voir comment on pouvait s'en inspirer au niveau des programmes pluridisciplinaires, très modestement, de Aix-Marseille Université. Effectivement, il doit y avoir, chaque année, ils doivent avoir 200 étudiants dans la promotion, il doit y avoir 20 000 demandes. Et toute chose égale par ailleurs en termes d'accomplissement académique des étudiants, le dernier critère de sélection en dernière instance, c'est qu'ils insistent bien dans les entretiens sur le fait qu'ils ne savent absolument pas quels vont être les débouchés possibles pour le cursus qui est proposé aux étudiants en question. Et ceux qui prennent, c'est ceux qui disent « Fine, ça me plaît, c'est ça que je veux, c'est justement pour ça que je viens ». Ça va tout à fait dans le sens, d'ailleurs, des statistiques qui ont été évoluées par rapport à ça. Donc il faut effectivement faire avancer beaucoup les choses par rapport à ça. Il faut aussi, et on a beaucoup avancé avec le ministère dans ce domaine au niveau des infrastructures de recherche au plan européen, mais on est quand même très en retard, malgré des progrès récents, au niveau du globe terrestre dans son ensemble et de notre présence justement dans la zone intertropicale et méditerranéenne, qui est notre fonds de commerce à l'IRD, mais que ça va bien au-delà de l'IRD. Ça intéresse la science universelle et la recherche et les solutions dans leur ensemble, des systèmes d'observation, de génération de data pour pouvoir justement apporter les évidences nécessaires. Je raconte toujours, moi j'ai été absolument scotché, parce que la première fois, quand je suis arrivé à l'IRD, je ne connaissais rien au climat, parce que je venais du monde de la santé et de la recherche biomédicale. J'ai rencontré Hervé Le Treut, que tout le monde connaît ici dans la salle. Très vite, je me suis rendu compte que les modèles, contrairement à ce que dit Trump, les modèles climatiques sont probablement une des choses les plus robustes de toute l'histoire de la recherche. Ils convergent parfaitement bien. Simplement, ils ont beaucoup de mal à descendre d'échelle, non pas parce que les modèles sont divergents ou de mauvaise qualité, mais parce que les paramètres empiriques qu'on met dans ces modèles sont tout à fait insuffisants. Et par exemple, il y a plein de modèles climatiques, plusieurs, qui, pour le réseau hydrologique en Afrique, prennent des datas qu'un pauvre chercheur de l'IRD, qui doit être à la retraite maintenant, a accumulé pendant 25 ans ou 30 ans, voire plus, sur un petit morceau du fleuve Congo, quinzaine de kilomètres, extrapole à l'ensemble du bassin hydrologique d'Afrique centrale et voire à l'ensemble du bassin africain, du réseau hydrologique africain. Bien évidemment, on ne s'étonne pas qu'il suffise de toutes petites différences dans la façon dont les modèles gèrent ces différents paramètres pour aboutir à ce moment-là, au niveau du réseau hydrologique africain, à des conclusions qui peuvent être assez différentes. Alors, je vais pas être trop long par rapport à ça. Je pense qu'il faut vraiment tirer les conséquences de ça. Si on n'est pas plus explicite dans la programmation de la recherche pour la prise en compte de cette science de la durabilité, si on n'a pas d'appel d'offres ANR ou autre, et au niveau européen pour la prendre en compte, on va rater le coche de, bien sûr, notre développement en tant qu'institution académique, mais aussi de notre capacité à influencer les décisions politiques.
De ce point de vue-là, je ne sais pas si les universités sont plus le produit des conditions géopolitiques que de leur capacité d'influence, mais de toute façon, je pense profondément, je suis d'accord avec une grande partie du bouquin de Steven Pinker qui s'appelle « Le triomphe des Lumières », c'est un neurocognitiviste d'Harvard, je crois qu'on ne l'a pas demandé, mais on se retrouve pour la première fois depuis le XVIIIe siècle des Lumières, dans une situation où la science est en première ligne de l'engagement politique. On ne l'a pas demandé, ce n'est pas forcément notre tasse de thé, c'est un peu la mienne, vu mon histoire personnelle, mais je comprends tout à fait que des tas de collègues ne partagent pas ce point de vue, mais qu'on le veuille ou non, on est obligé de prendre une responsabilité, des engagements beaucoup plus importants. Et d'ailleurs, de plus en plus, l'actualité nous le démontre. Ce qui se passe au Brésil, on le savait pertinemment bien à l'IRD, puisqu'on a émis une protestation avant même que l'affaire prenne les proportions qu'elle prend actuellement au niveau international, suite à l'éviction de notre collègue avec lequel nous travaillons de façon très étroite, justement pour l'observation du bassin amazonien, de l'agence spatiale, de l'équivalent du CNES, de l'agence spatiale brésilienne. Alors, la deuxième conséquence de ça, c'est qu'effectivement, certes, il faut que chaque université se différencie de plus en plus, mais plus on fera ça, si on veut exister au plan global, il faut qu'il y ait des formes de mutualisation, qui ne sont pas forcément l'État décidant d'eux, mais qu'il y ait des formes de mutualisation. Alors, à l'IRD, on fait ça depuis longtemps. Il n'y a plus aucune unité laboratoire de l'IRD qui ne soit pas mariée, mixte, avec une université, et l'écrasante majorité sont d'ailleurs tripartites avec un autre PST, avec un autre EPIC, notamment le CNRS. Et il faut absolument qu'on progresse dans la mutualisation de nos activités, notamment à l'international et notamment en direction des pays du Sud. On est quand même les grands spécialistes de faire le contraire de la ligne Aimé-Jacquet. Dans les pays du Sud, si vous ne faites pas la ligne Aimé-Jacquet, c'est-à-dire on joue collectif, on est très très vite éliminé, écrasé par les Chinois, les Anglo-Saxons et par les autorités propres du pays qui jouent sur nos contradictions. Et très franchement, il y a encore trop souvent des enseignants-chercheurs, j'en ai été un moi-même, donc je parle en connaissance de cause, qui, avec la meilleure volonté du monde, jouent les éléphants dans le magasin de porcelaine. C'est-à-dire qu'ils débarquent au Sénégal, au Niger, en Argentine, avec les meilleures intentions du monde, et évidemment, ils déséquilibrent tout le travail qui a pu être fait avec la meilleure intention. J'ai failli le faire, et heureusement, par exemple, dans ma première incursion en Côte d'Ivoire, j'ai été rattrapé par les cheveux ou par la veste ou par la chemise, par les collègues de l'IRD qui étaient sur place, qui ont commencé à m'expliquer que aller travailler avec tel ou tel sans avoir pris avoir commencé par aller voir le bon hospitalo-universitaire qui gérait les maladies infectieuses et le sida et la malaria dans leur ensemble, le court-circuiter, même involontairement, par manque d'information, pouvait avoir des conséquences non seulement sur mon propre projet, mais sur l'ensemble des équilibres de ce qu'on faisait dans le domaine. Donc, oui à la différenciation, mais elle doit s'accompagner d'une mutualisation sur le terrain. Moi, je l'ai dit plusieurs fois aux tutelles, puisque j'ai la chance d'avoir 2 tutelles, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ça a parfois des inconvénients, mais ça a beaucoup aussi d'avantages, d'une certaine façon. Je n'aurais absolument aucun problème à ce que les tutelles prennent leurs responsabilités, ou alors nous disent de nous débrouiller en nous donnant mandat de le faire, pour désigner comme tête de pont, alors ça se fait de facto dans un certain nombre de pays, mais comme tête de pont de l'ESR et de la mutualisation dans tel pays l'IRD, dans tel autre, telle université, dans les grands pays comme le Brésil, si on arrive à y survivre malgré la situation, évidemment, suivant les régions, ça peut être une université différente, qui soit tête de pont, qui coordonne un petit peu, qui soit élément de référence pour l'ensemble de l'ESR français, de façon à améliorer nos perspectives. Et puis, évidemment, il y a 2 batailles qui sont importantes. C'est de mieux s'inscrire dans
les grands débats internationaux qui sont en train de se préparer sur ce sujet. Le premier congrès international de la Sustainability Science aura lieu à Brisbane au mois de juin de l'année prochaine. Et en tout cas, nous, à l'IRD, Brisbane, c'est pas, on avait plutôt soutenu nos amis québécois, mais on a perdu cette manche-là. Mais on va mener une bataille sur laquelle je compte évidemment sur l'aide de tout l'ESR et en tout cas des alliances pour que le congrès suivant puisse, par exemple, être dans un pays francophone, pas forcément en France, par exemple au Maroc ou au Sénégal, probablement au Maroc. Et puis, la dernière chose, c'est évidemment changer les rapports de force dans la production scientifique mondiale. Le fait que l'Afrique, ça soit que 2% des publications scientifiques mondiales, et la moitié de ces 2%, c'est uniquement le Nigeria et l'Afrique du Sud, ça pose un problème, bien sûr, pour la science universelle, ne serait-ce que pour générer les données qui permettent de s'attaquer aux problèmes que j'ai évoqués, mais aussi en termes de capacité de tenir compte des contextes et des éléments de territoire pour apporter les solutions. On a regardé à l'IRD, et je terminerai sur cette anecdote-là, on a regardé les INDC, c'est-à-dire les fiches projets, si vous voulez, les feuilles de route qui ont été présentées dans le cadre de la COP21 par la plupart par les pays africains francophones. Dans l'écrasante majorité des cas, ce sont des règles de 3. C'est-à-dire qu'on vous dit, il y a telle étude qui montre que si on reforeste dans la forêt de Fontainebleau, ça va capter tant de CO2, et donc si on extrapole 1 km² de la forêt de Fontainebleau à je ne sais combien de milliers de kilomètres carrés de la forêt gabonaise du parc de l'Émeraude, ça va faire tant de captation de CO2. C'est évidemment totalement... non, aucun scientifique n'oserait publier ça dans une revue à comité de lecture, bien évidemment, et d'ailleurs ne passerait pas là-bas. Donc il y a une vraie question, un vrai enjeu là, qui n'est pas simplement une question pour la science, pour l'université, pour la question des flux d'étudiants, dont on a déjà beaucoup parlé ce matin, mais aussi pour la capacité d'équilibre politique permettant d'avoir des solutions géopolitiques plus adaptées. Alors, je vais peut-être m'arrêter là, en sachant que, bien évidemment, l'IRD est un outil un peu original. Je crois qu'on est le seul organisme pluridisciplinaire dont la seule mission est le travail avec les pays en développement, les pays du Sud, et le partenariat scientifique équitable avec eux. On est le dernier pays au monde à avoir un outil de ce type. Et évidemment, cet outil n'a de sens, et c'est déjà ce qu'on fait sur les différents sites où nous sommes présents, voire au-delà, que si c'est l'ensemble de l'ESR qui s'en empare, et que les différentes stratégies des uns et des autres, qui peuvent être spécifiées, soient mutualisées d'une certaine façon en utilisant cet outil, qui n'est pas simplement l'outil de l'IRD, mais l'outil de tous. Bien, merci. Juste quelques questions. Alors, on en a quelques-unes sur ce magnifique instrument. Et il y a plusieurs questions pour Total, visiblement. Il y a des questionnements ou un intérêt sur la manière dont une entreprise de ce type aborde la question de la formation. Alors, deux premières questions. Quelle est la différence entre une université totale et une université globale? Mais je pense que c'est un peu taquin. Et oui. Une deuxième qui est plus liée. Total a-t-elle pensé à ouvrir une université interne? Alors, j'ai pas de problème de répondre aux questions taquines ou même plus, si vous voulez. Sur les universités, en fait, il y a quelques années, pour tout dire, il y avait une mode. Chaque entreprise devait avoir son université Total, Schlumberger ou autre. C'est fini, c'est un peu fini. Et en fait, à l'époque, c'était assez marketing, c'était d'encapsuler l'ensemble des formations continues qu'on pouvait avoir
sous un label université. C'était, je pense, surtout le signe que l'entreprise montrait qu'elle investissait et qu'elle voulait investir beaucoup dans la formation continue, parce qu'effectivement, évolution des métiers, évolution des pratiques, évolution des modes de comportement, tout ça nécessite de faire des investissements dans la formation continue. On continue de faire les investissements dans la formation continue, mais on a plus sous un label université totale. Et ces investissements, d'ailleurs, on les fait en partenariat avec des écoles, avec des universités, pour construire des programmes de formation continue. Aujourd'hui, on se positionne plus en termes d'enseignement, pour tout ce qui est enseignement initial, on se positionne beaucoup plus sur ce qui relève de l'intégration des jeunes issus souvent de milieux plus défavorisés ou en échec scolaire, au travers de différentes approches. Par exemple, financière, on finance les écoles de la production. Total Fondation finance les écoles de la production qui sont des écoles pour développer, excusez-moi, pour former des opérateurs, des jeunes opérateurs. Et nous, on est en train de développer une école en propre qui sera basée en Seine-Saint-Denis et qui sera effectivement axée sur la formation de techniciens dans des technologies émergentes comme les drones, comme l'Internet des objets, avec une vocation d'insertion, avec une vocation d'aller donner une deuxième chance en fait à des jeunes issus de milieux qui ne leur permettaient pas d'accéder aux universités globalement, et deux, à l'enseignement supérieur. Donc voilà, donc il n'y a plus d'université totale et en interne, on continue de faire de la formation continue et dans des partenariats avec des universités et des écoles. Sur ce point, vous savez aussi bien que moi qu'il y a un développement assez phénoménal des universités privées dans les pays du Sud. Et parmi certaines des plus intéressantes, on trouve des universités qui sont financées ou organisées par des grandes entreprises. On pense à Mohamed VI à Marrakech, par exemple, en lien avec l'Office des phosphates marocains, ou bien au Vietnam, de grandes entreprises qui sont en train de créer des universités. Je crois, je n'ai pas j'ai pas la cartographie des collaborations internationales des universités françaises, mais en tout cas, nous, à l'IRD, on est déterminés à ne pas avoir une espèce de politique idéologique où on privilégie les universités publiques par rapport aux universités privées, même si historiquement ça a été le cas. Le critère, c'est ce qu'on est capable de faire, la pertinence par rapport aux objectifs du développement durable, et ça peut impliquer de ne pas hésiter à, pour certains d'entre vous, donner la priorité à des universités privées, y compris, parce que souvent ce sont celles de meilleure qualité, des universités privées qui ont un lien intrinsèque ou consubstantiel avec telle ou telle entreprise ou groupe d'entreprises. J'ai toujours 3 autres questions, mais enfin, il y en a 2 qui sont peut-être un peu liées. Dans ces recrutements en France, quelle est la place que Total donne aux diplômés d'université versus ceux des grandes écoles? Comment se traduit la recherche de diversité dans les recrutements? L'apprentissage passe par le brassage. Les grands groupes ont des recrutements homogènes plus orientés école qu'université. Comment verser avec vous cette tendance? Oui, alors, je dirais qu'il y a plusieurs questions déjà, et donc il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, déjà un élément de contexte, c'est que pendant 3 ans, on a presque arrêté de recruter. Parce qu'on s'est trouvé devant un choix à faire il y a 3 ans, au moment de la chute du prix du pétrole. C'était soit le choix de ce qu'ont fait les compagnies anglo-saxonnes, c'est-à-dire de licencier massivement. 100 000 jobs ont été perdus, par exemple, ont été détruits en mer du Nord, pour vous donner un ordre d'idée. Soit de garder tout le monde, mais à ce moment-là, effectivement, à la fois d'avoir une modération salariale et de geler les recrutements. Le choix de Total a été le deuxième. C'est le seul choix des majors qui n'a pas été, qui a été celui-là. Ce qui a effectivement posé problème vis-à-vis de vous, parce que pendant 3 ans, on a gelé significativement les recrutements. Ça ne veut pas dire qu'on est tombé à zéro, mais on est tombé bas. Et on a assez vite aussi pris conscience que ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait faire durablement, parce qu'en faisant ça,
eh ben on était susceptible d'appauvrir certaines de vos filières, puisqu'effectivement, s'il n'y a plus de débouchés, c'est compliqué, et pour vous, et pour nous aussi, par la même occasion. Bon, enfin, c'était un choix compliqué à faire, et on l'a fait. Si ça devait se reproduire, je ne sais pas si on ferait ce choix-là, mais en tout cas, on a fait celui-là. Ça, c'est le premier point. Alors après, je vais repartir d'un dessin que vous aviez dans votre présentation, M. Stride, qui est effectivement un dessin de Pessin, je crois, où on voit deux personnes qui discutent en disant on sort des écoles d'ingénieurs, on sort des grandes écoles, qu'est-ce qu'on irait faire avec les universités? On va pas se mentir, on a un peu ce phénomène à la tête de notre groupe comme à la tête de toutes les entreprises. C'est-à-dire que assez spontanément, on se retourne vers on a des affinités particulières avec des groupes ou avec des grandes écoles dans lesquelles notre management a grandi, donc il y a un peu ce phénomène. Mais ça, c'est un peu caricatural. Et c'est loin d'être une réalité aujourd'hui. On embauche 12 000 personnes dans le monde, 10% à peu près, 10-15% sont des cadres, et on embauche dans toutes avec une diversité de diplômes. C'est vrai qu'on a une proximité avec les écoles d'ingénieurs, c'est vrai, et toute forme d'école d'ingénieurs, loin d'avoir les grandes écoles, mais c'est vrai aussi, moi, pendant 4 ans, je me suis occupé de géosciences. Eh bien, quand on a besoin de recruter des sédimentologues en carbonate, on ne va pas les trouver dans les grandes écoles, on ne va pas trouver dans les écoles d'ingénieurs, donc on a aussi des recrutements ciblés dans les universités, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément non plus très proche, et suffisamment proche, avec suffisamment d'affinité, avec suffisamment de compréhension mutuelle pour se dire, ou de confiance respective, et notamment nous, notre confiance en vos cursus et en vos cursus et vos approches pédagogiques, et vous, vis-à-vis de nous, on n'est peut-être pas assez proche pour pouvoir mieux travailler et mieux collaborer ensemble. Mais on va être contraint de le faire. Je pense fondamentalement parce que de toute façon, nous, on est confrontés à une double difficulté. La première, c'est que dans les écoles d'ingénieurs, personne n'a envie de rentrer. Enfin, l'attraction des grands groupes est en chute libre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie de vivre des expériences, ils ne cherchent pas à faire une carrière. Et nous, comme tous les grands groupes, on est marqué carrière. Donc, et c'est pas ça que les gens recherchent. Ils se disent, si je dois rentrer dans ces groupes-là, il est bien temps que je le fasse un peu plus tard. Donc, ce n'est pas vers nous qu'ils viennent spontanément. Ça, c'est le premier objectif, ce premier cas. Et puis le deuxième cas, on a un problème d'attractivité aussi par rapport à nos métiers. On est un acteur du climat, mais on n'est pas vu comme toujours le bon acteur du climat. Et donc on a cet enjeu d'attractivité. Donc je pense que de toute façon, ne serait-ce que par la contrainte, nous devons. Enfin, aujourd'hui, on a repris les recrutements et de toute façon, on doit diversifier nos recrutements. On a une politique de diversité d'ailleurs globalement dans notre comment dire, dans le développement des personnes. Et cette diversité, elle est sous toutes les formes. On a parlé d'internationalisation, c'est la mixité, c'est la diversité des backgrounds, c'est la diversité des parcours, et on a besoin de cette diversité. Mais pour faire ça, je pense qu'il faut qu'on crée de la confiance mutuelle pour être plus proche et pour pouvoir mieux collaborer. Une dernière, puis j'en ai une pour Jean-Paul. Quels sont les soft skills attendus par une entreprise comme Total? Des formations avec des mobilités internationales non académiques seraient-elles un plus? Alors, avant de préciser les soft skills, je pense que c'est déjà la compréhension des soft skills qui est important. Comprendre que nos comportements sont le fruit de nos émotions, c'est important. Comprendre pourquoi on agit et d'où viennent ces actions, c'est hyper important. Et je peux vous dire que nous, parce que c'est quelque chose d'important, on le fait en termes de formation continue, je peux vous dire que quand on commence à approcher des ingénieurs, rien qu'avec cette idée-là, on a un succès d'estime. Parce que apprendre à reconnaître, à avoir une connaissance de soi-même, à comprendre ses propres fonctionnements, à comprendre qu'on agit en fonction de nos représentations, mais aussi en fonction de nos émotions, ça, c'est clé. C'est clé de comprendre le fonctionnement intérieur. Donc, la première chose, c'est d'apprendre à chacun d'où viennent ses comportements, pourquoi il agit comme ça. Comprendre que lui, il agit comme ça, mais que d'autres peuvent agir autrement. Chacun a ses drivers et qu'on n'a pas tous les mêmes drivers et que si on veut collaborer ensemble, il faut comprendre les drivers de l'autre. Il ne faut pas lui expliquer, il ne faut pas lui appliquer nos drivers, il faut lui comprendre ses drivers.
C'est déjà ça le fondamental des soft skills. Après, en termes de soft skills elles-mêmes, ça ne va pas être révolutionnaire. C'est la capacité d'écoute, c'est la capacité d'ouverture, c'est la capacité de se remettre en cause. Effectivement, encore une fois, c'est de l'empathie, c'est de savoir se mettre à la place de l'autre pour lui parler comme il a besoin qu'on lui parle et pas comme on a besoin de parler nous. Voilà, c'est tout ça. Et donc, tout ça, ça passe par le brassage, ça passe par l'exposition à des contextes différents. Je pense qu'à travailler avec des gens qui ne sont pas comme vous, apprendre à travailler avec ces personnes-là, c'est compliqué, mais c'est essentiel. Donc tout ce qui permet ça, c'est que du bénéfice. Merci. Juste, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque pour Jean-Paul. Un peu de pub pour l'Université européenne des maires déjà citée, qui porte explicitement sur la notion de soutenabilité. Non, mais la question de... C'est un bon exemple, la question des océans. Justement, des problèmes, des tensions qu'il faut arriver à gérer, dont on débat depuis ce matin. Parce que moi, dans le cadre des ODD, j'ai vu comment la question des océans qui était... J'avais vécu la façon dont le sida, la tuberculose et la malaria étaient arrivés très haut dans l'agenda international, dans le cadre des objectifs du millénaire, avec la création du Fonds mondial. Il s'est passé à l'occasion des ODD exactement la même chose au niveau des océans ces dernières années dans le cadre des ODD. Il y a eu l'année dernière la grande conférence là-dessus. Il y avait 15 000 personnes à New York, aux Nations Unies, dans la discussion sur l'ODD et sur les océans. La France est la deuxième puissance océanique mondiale par nos territoires, notamment notre territoire ultramarin. On a, avec l'IFREMER, mais aussi avec les universités, dont La Rochelle, Brest, etc., une recherche qui, dans ce domaine, est tout à fait compétitive et de très, très haut niveau. On est très, très loin de faire les efforts qu'il faut et les mutualisations qu'il faut pour être compétitif. Parce que c'est aussi ça le problème. C'est que, certes, il faut que chaque université se différencie, arrive, au moins pour certaines d'entre elles, au plus haut niveau possible d'excellence pour compétiter avec le MIT et autres, mais il y a des choses où, si on ne regroupe pas les moyens, on n'y arrive pas. Et par exemple, je ne suis pas langue de bois, par exemple, je l'ai dit, c'est pour ça que je le dis ici, le projet d'université des Nations Unies porté par nos amis de Brest, c'est vraiment très bien. Parce que, effectivement, être reconnu comme Université des Nations Unies, mais la difficulté qu'a ce projet, c'est qu'il y a une ambiguïté perpétuelle, je leur ai dit, donc je le redis publiquement, ils le savent, il y a une ambiguïté perpétuelle pour savoir est-ce que c'est un projet brestois, et auquel cas il est géré d'une certaine façon, et je ne suis pas certain que Brest, malgré son excellence en océano, présence de l'IFREMER, de l'IRD, est capable d'être là, etc. Ou est-ce que c'est Brest qui coordonne et tête de réseau pour un projet beaucoup plus national, interuniversitaire, hein, et c'est pas tranché. Et c'est extrêmement difficile de trouver quelqu'un quelque part qui puisse trancher. Voilà. Voilà. Non, mais il s'est mis complètement en haut, justement, pour éviter juste... après, on passe non, mais je sais qu'on est d'accord là-dessus, bien sûr. Brestois au début, c'est peut-être resté beaucoup trop brestois au début, mais je suis tout à fait d'accord sur l'idée de mutualisation et sur l'idée qu'il n'est pas question qu'on y aille tout seul là-dessus. Justement, c'était pas ce que je voulais dire, c'est que en prenant cet exemple-là, c'est en réponse ou en dialogue avec la première, avec les présentations précédentes. C'est pas la faute de Brest, c'est que dans notre système actuel de fonctionnement, on a une espèce de choix entre chacun en concurrence avec les autres, mais chacun en concurrence avec les autres sur un sujet comme l'océano, on se fait écraser. Moi, j'ai connu ça sur la toxico des produits cancérogènes quand j'étais au CEA il y a très 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 longtemps. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver des choses qui ne soient pas de la centralisation, mais qui soient à la fois les spécificités de chacun, mais les formes de mutualisation intermédiaires, on va dire, hein, auto-organisées peut-être, qui permettent d'avoir le niveau de compétitivité. Et c'est un bon exemple. Juste une dernière pour le total, c'est comment concilier dans le management globish, attention culturelle et écoute de l'autre. Ben, c'est tout l'enjeu.
Il n'y a pas de... Alors c'était Globish. Attention culturelle et écoute de l'autre. Enfin, globalisation et avoir les pieds dans un territoire avec sa culture. Ben, je pense que c'est je ne sais pas s'il y a une bonne réponse à ça. Je pense que encore une fois, je pense que c'est développer la prise de conscience, être conscient qu'on est... Je disais dans ma conclusion, soit on voit l'autre comme un problème, soit on voit l'autre comme une solution. Et l'enjeu, c'est de voir l'autre comme une solution. Donc il faut justement cette capacité à aller vers lui, à le comprendre. C'est tout le sujet de la globalisation, du globish, parler une langue dans laquelle on se comprend, aller à la découverte de ces cultures pour le comprendre. Mais en même temps, l'enjeu total, c'est d'être présent dans tous ces territoires et d'être sénégalais au Sénégal, mauritanien en Mauritanie, britannique en Grande-Bretagne, alors je devrais même dire anglais en Angleterre et gallois au Pays de Galles. Donc c'est de garder cette identité locale. Donc c'est pas se renier au bénéfice de quelque chose de trop global, mais c'est arriver à combiner à la fois une identité locale et une identité internationale. C'est la grande complexité, mais c'est aussi ce qui est passionnant et le grand enjeu des organisations internationales. Merci. Juste une dernière question. Je te passe la parole. Tu réagis là? C'est pour Jean-Paul. On a beaucoup parlé de l'Afrique et de la question de la montée en puissance des universités, de la recherche, de la formation en Afrique. Et il y a une singularité quand même qui est frappante, en particulier en Afrique de l'Ouest. C'est le poids des universités privées par rapport aux universités publiques, la paupérisation des universités publiques, le niveau de financement des universités privées et leurs priorités qui peuvent être complètement orthogonales avec une certaine éthique. On a parlé de l'Afghanistan, ou on a parlé de l'Arménie et des risques de corruption et autres. Donc c'est un véritable enjeu et un véritable défi que de pouvoir s'appuyer sur des établissements universitaires publics ou privés qui tiennent la route. Oui, mais là, si tu veux, moi, je vais pas être politiquement correct, je pense, mais il faut arrêter de penser que nous, Français, on peut faire la leçon au monde et se substituer au système d'ESR des différents pays. Et en plus, à l'IRD, on se rend bien compte que notre capacité, il y a plein de paramètres qui interviennent. Par exemple, il y a des pays d'Amérique latine où on n'est pas extrêmement présent, on est présent de façon significative, mais où, pour des tas de raisons liées à la situation de l'enseignement supérieur, à l'histoire, aux travaux qu'on a fait, aux régionalisations qu'on a pu faire, je pense au Pérou par exemple, on a une capacité d'influence très forte sur la dynamique d'ensemble de l'ESR. Par contre, au Brésil, forget about it. On peut faire des choses dans le nord-est, etc., mais on peut pas. Voilà. Donc, il ne faut pas penser que, en tout cas, les universités, peut-être que la France, à travers l'aide publique au développement, le président Macron, etc., ils peuvent intervenir avec le pacte global sur l'éducation, mais on ne peut pas se substituer aux autorités locales. Et là, je crois qu'il faut être parfaitement pragmatique, en tenant compte d'ailleurs des contacts différents des uns et des autres. Il faut privilégier là où on peut faire des choses significatives en termes de qualité scientifique et de formation. Il ne faut pas... voilà. Nous, on travaille beaucoup, par exemple, au Sénégal, qui est notre premier pays d'implantation, avec Cheikh Anta Diop, la première université publique sénégalaise, mais je ne crois pas que l'IRD, ou même l'ensemble de l'ESR français, puisse changer fondamentalement les conditions là-bas. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut une autre stratégie aussi beaucoup plus différenciée. Il faut des politiques de site. Et surtout, là, c'est vraiment le point important. Il faut vraiment se coordonner quand on est présent de façon commune sur un territoire de ce type. Sinon, on devient l'otage des jeux, des rivalités interuniversitaires, et même au-delà des rivalités interuniversitaires qui existent dans ces pays, comme elles existent chez nous, objectivement. Merci Jean-Paul. Juste peut-être une ou deux réactions dans l'Assemblée. Sébastien, tu voulais réagir? C'était juste sur le terme, Jean-Paul, que
disait de mutualisation. Le problème de la mutualisation, c'est le prix de transaction, les réunions interminables qui doivent se faire. J'avais été très frappé quand au Danemark, j'avais demandé quand est-ce que vous êtes devenu compétitif, quand est-ce que le système danois a commencé vraiment à être présent globalement. La réponse, elle est venue très simplement. C'est le président de l'Université de Copenhague, qui était un ancien président d'organisme national de recherche. Il a répondu 2003-2005. C'est simple. À partir de ce moment-là, le président est nommé, il nomme les doyens nomment les directeurs. 1. Et 2, il a dit, plus d'organismes nationaux de recherche, on a fusionné au sein de l'université. Donc plus de coûts de transaction et on pouvait prendre des décisions. Ça m'avait frappé, c'est un peu une provocation. C'est pour ça qu'Antoine est parti, il l'a senti. Là. Quand je parle de mutualisation, c'est pas forcément de créer des structures institutionnelles supplémentaires, au contraire. Mais c'est un truc tout simple, hein, mais que dans un pays donné, quand il y a quelqu'un qui débarque, j'ai fait moi-même la bêtise il y a quelques années quand j'ai commencé à aller au Sud, qu'on informe, qu'il y ait une personne référente et qui soit informée de ça, ça permet justement d'éviter ensuite de perdre de multiples réunions pour essayer d'expliquer à nos partenaires du ministère ou de telle université la complexité infinie du système français. Le simple fait de se signaler, outre que ça permet que quand ça tire dans tous les coins au Burkina Faso, les représentants de l'IRD et du CIRAD peuvent savoir à peu près où tout le monde est pour vérifier qu'il n'y a personne qui est mort, hein, ou qui il faut aller récupérer en zone orange dangereuse, hein, d'accord ? Il y a ça, cet aspect sécuritaire important, mais au-delà de ça, ça permet justement de réduire énormément les coûts de transaction. C'est en ce sens-là, voilà, bien sûr. Bon, mutualisation ne veut pas dire structure supplémentaire, au contraire. Merci Jean-Paul. Je pense qu'on arrête là. On remercie nos deux invités et puis merci beaucoup pour votre participation.